Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui concerne les serveurs Samba, présentés par Ali Khl, Mazardin Hafid et Oussama Al-Kouchi. Nous sommes des étudiants de première année de ST Saleh. Alors avant de commencer notre vidéo, il est important de mentionner qu'un parc informatique est un ensemble de machines interconnectées possédant des caractéristiques et des systèmes d'exploitation variés. Et pour chaque système d'exploitation, le protocole utilisé pour le partage de données est différent. Par exemple, Microsoft utilise le protocole SMP, Server Message Block, puis son évolution CIFS, Common Internet File System, à partir de Windows NT4 et maintenant SMP2. De son côté, Apple, après une longue période avec AppleTalk, privilégie l'implémentation de Bonjour et GNU Linux utilise NFS, Network File System. Dans ce contexte, l'échange d'informations au sein d'un parc informatique peut devenir rapidement complexe et non productif. Alors le problème qu'on va avoir est comment on peut partager les documents et les ressources dans un réseau. La solution, c'est à l'aide d'un serveur configuré Samba, Apache DS, eDirectory, etc. Mais c'est le serveur Samba qui nous intéresse dans cette vidéo. Et pour approfondir plus dans notre sujet, on va traiter le plan suivant. D'abord, on a la partie sur Samba auquel on va voir la définition du serveur Samba, le fonctionnement du serveur Samba et l'architecture du serveur Samba. Par la suite, on va voir la deuxième partie, le téléchargement et l'installation du serveur Samba. Et la troisième partie, la configuration du serveur Samba. Et enfin, on va voir comment faire un accès au serveur Samba. Samba est un logiciel d'interopérabilité qui implémente le protocole propriétaire SMP-CIFS de Microsoft Windows dans les ordinateurs tournant sous le système d'exploitation Linux et ses dérivés, de manière à partager des imprimantes et des fichiers dans un réseau informatique. Samba facilite l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes Windows et Unix. Il offre la possibilité aux ordinateurs d'un réseau d'accéder aux imprimantes et aux fichiers des ordinateurs sous Unix et permettant aux serveurs Unix de se substituer à des serveurs Windows. Il s'agit d'une réimplémentation des protocoles SMP-CIFS sous Linux et d'autres variantes d'Unix par l'ingénierie inverse. Samba a été initialement développé par l'Australien Andrew Tridgell en 1992 en utilisant un analyseur de paquets pour réaliser une analyse réseau du protocole utilisé par le logiciel de DEC Pathworks, publié en décembre 1993. Tridgell a découvert plus tard que le protocole était une grande partie identique à celui utilisé pour d'autres systèmes de partage de fichiers, y compris celui de Microsoft. Il a ensuite décidé de se concentrer sur une compatibilité du réseau Microsoft. Samba reçoit aujourd'hui les contributions d'une vingtaine de développeurs originaires du monde entier sous sa coordination. Son nom provient du nom protocole standard de Microsoft SMP Server Message Block auquel ont été ajoutées les deux voyelles A. À partir de la version 3, Samba fournit des fichiers et services d'impression pour divers clients Windows et peut s'intégrer à un domaine Active Directory en tant que membre du domaine. Samba peut aussi être configuré en tant que PDC, Primary Domain Controller, en mode domaine NT4. À partir de la version 3, Samba peut servir de contrôleur de domaine Active Directory et fournir des services d'authentification AD à des postes Windows, des postes Linux et des serveurs membres. Il fonctionne sur la plupart des systèmes Unix comme GNU Linux, Solari, AIX et les variants BSD. Samba est livré dans presque toutes les distributions GNU Linux. Passons maintenant à la partie de fonctionnement des serveurs Samba. Alors, comme on a déjà mentionné, le protocole SMP permet la communication entre Linux et Windows. Ce protocole qui est propriétaire, il utilise les ports 139 et 445. Le protocole SMP s'appuie sur un jeu d'instructions et il fonctionne sur la couche NetIOS, Network Basic Input-Output System, mise au point à l'origine par IBM
repris par Microsoft pour partager fichiers et imprimantes. Alors, son fonctionnement est conforme au schéma client-serveur suivant. Après une authentification par un mot de passe, le serveur offre ses ressources aux clients connectés, système de fichiers, imprimantes, etc. Le travail est effectué par deux démons, SMBD pour le service serveur et AMPD pour le service de résolution des noms NetBIOS. Côté client, le protocole SMP nécessite l'installation préalable de protocoles NetBIOS et TCP/IP. Ce dernier est indispensable car c'est le seul protocole réseau reconnu. Alors, ce qui concerne l'architecture du serveur Samba est constitué d'un serveur et d'un client, ainsi que de quelques outils permettant de réaliser des services pratiques ou bien de tester la configuration. Alors, Samba est composé de deux programmes principaux, SMPT et NMPT. Ces démons qui tournent sur la machine serveur ont chacun leur rôle bien déterminé. Alors, ce qui concerne SMPT, c'est le démon principal de Samba. C'est lui qui gère les sessions, s'occupe de l'authentification et contrôle les accès aux fichiers et aux imprimantes. Il est bien entendu obligatoire. Pour NMPT, c'est un démon facultatif pour le bon fonctionnement de Samba. Il permet de faire connaître à l'ensemble du réseau le nom du serveur et les ressources qui lui sont attribuées. Et c'est grâce à ce démon que le serveur Linux est visible dans le voisinage réseau de Windows. Le but de ce démon n'étant que de faire connaître le serveur, il peut très bien être supprimé. Dans ce cas, l'utilisateur devra bien sûr connaître toutes les caractéristiques du serveur pour pouvoir l'utiliser. Alors, le logiciel Samba est livré avec toute une gamme d'outils supplémentaires. On a SMP Client, il permet depuis la machine Linux de contacter un autre serveur SMP. Cela permet de faire des copies de fichiers ou bien d'accéder à des ressources d'impression. Il fonctionne grâce à une interface de type FTP en mode texte. On a aussi SMP Password. Ce petit utilitaire permet de réaliser plusieurs choses. Il permet la modification et la gestion des mots de passe. L'administrateur peut ajouter ou supprimer des utilisateurs et modifier les mots de passe. Enfin, c'est ce logiciel qui permet de crypter les mots de passe quand Samba est configuré pour fonctionner ainsi. Et par la suite, on a SMP Statut qui permet de contrôler et de surveiller le fonctionnement de Samba. Ce petit utilitaire indique l'état des différentes connexions actives sur le serveur. Il indique aussi les fichiers ouverts. Cet utilitaire permet de voir l'utilisation d'un serveur Samba. Et enfin, on a SMP tar, permet de sauvegarder ou restaurer directement un fichier depuis une archive Unix. Donc, il existe encore d'autres utilitaires fournis avec Samba, tels que SWAT qui permet de configurer Samba à l'aide d'un navigateur web, ou encore TestBarn qui vérifie le fichier de configuration. Et maintenant pour le processus, on va voir trois étapes. Dans la première étape, on va voir comment télécharger et installer le serveur. Par la suite, comment configurer et lancer le serveur. Enfin, dans la dernière étape, on va voir comment accéder au serveur. C'est ce qu'on va voir dans le reste de la vidéo. Bon, on va passer à comment télécharger et installer Samba dans Linux. Bien, là, on accède au terminal et on fait la première chose, on fait la commande sudo apt get update pour faire une mise à jour. Ici dans cette description, j'ai un problème, mais on va passer ça. La deuxième commande, c'est sudo apt-get upgrade. Après ces deux commandes, on fait la commande sudo apt-get install Samba. Cette commande est pour installer le serveur Samba. Ici, j'ai déjà installé le serveur dans ma machine, donc on a ce résultat. Pour vérifier, on fait la commande where is Samba. Et voilà, on a la localisation du serveur Samba dans la machine.
Et maintenant, on va passer à la configuration du serveur. Bonjour à tous et bienvenue. Donc là, on va traiter la partie qui concerne la configuration du Samba. Donc, premièrement, on a la commande mkdir /home /root /ests. Cette commande permet de créer le répertoire ESTS dans l'adresse /home /root, comme vous voyez. La deuxième commande c'est sudo nano /etc/samba/smp.conf. Cette commande permet de éditer le fichier smp.conf. Donc voilà le résultat. Donc là on a pas mal de lignes, on a pas mal de commentaires comme vous voyez. Là on a des commandes de permission par défaut, comme vous voyez. Voilà, comme vous voyez, comme l'a montré le vidéo. En gros, tout ce qui est là, il a une relation avec la configuration du serveur et la sécurité. Alors, dans ce slide, on va parler brièvement sur les différentes lignes qu'on va ajouter au fichier. Donc, premièrement, on a entre deux crochets, c'est le nom du dossier partagé. Puis, on a comment égale description. Comment, c'est un commentaire. Après, on a patch égale /home /username /dossier. Ça, c'est le chemin réseau du fichier partagé. Après, on a read only égale no or yes. Ça dépend le cas. Finalement, on a browsable égale yes ou non, aussi ça dépend le cas. Donc, pour mieux comprendre, je vous laisse avec le vidéo. Alors là, on a la commande sudo service smpd restart, c'est pour redémarrer le serveur. Après, on a la commande sudo service smpd statut. Cette commande permet de vérifier est-ce que le serveur marche bien ou non. Si on trouve par exemple la phrase active, deux points active, entre parenthèses running, c'est-à-dire que le serveur marche bien. C'est l'inverse, on ne trouve pas cette phrase. Alors maintenant on va passer pour parler un peu sur le site officiel du Samba. Donc contacter Samba, ainsi de suite. Donc pour mieux comprendre et pour bien maîtriser, je vous invite à visiter le site. Alors maintenant on va parler sur la partie d'accès. Donc là on a une seule commande, c'est
sudo smp password-a username. Donc à la place de username, on va ajouter le nom d'utilisateur. Par exemple, on a choisi comme nom d'utilisateur root. Après, on va passer pour entrer le mot de passe. Là, on a new smp password. Donc, on a choisi comme mot de passe root aussi. Donc, après, retype new smp password. Donc, on va confirmer le mot de passe. Après, on a le résultat added user username. Donc, tout ça fonctionne bien. Alors, et maintenant, on va voir comment accéder au serveur. Eh bien, pour accéder au serveur, on doit savoir l'adresse IP des machines hôtes. Donc, on fait la commande IP espace A. Voilà le résultat. Moi, j'utilise l'interface WLAN 0, c'est de Wi-Fi. Et voilà l'adresse IP. Et maintenant, on va accéder au répertoire partagé ESTS. Pour cela, on ouvre le File Manager et on entre l'adresse du répertoire. C'est /home/root/usts. Et on crée par exemple un document. On l'appelle GL1. Ainsi, on met comme un contenu hello et on le sauvegarde. Après, en essayant d'accéder à ces documents par des machines clients via différents systèmes d'exploitation. On commence par le Windows. Dans le Windows, on ouvre l'exploiteur Windows. Dans la barre on entre /inverse et l'adresse IP et une autre slash inverse et on met entrée. Et voilà, on voit le dossier partagé USTS. Double-clic et on trouve le document GL1. Notre double-clic et voilà le message, le contenu Hello. Et pour le système d'exploitation Mac OS, on fait command K et on voit cette fenêtre. Dans cette fenêtre, on entre smp // et l'adresse IP. Après, se connecter. Et presque la même chose dans le système d'exploitation GNU Linux. Dans l'adresse du serveur, la syntaxe URL reste toujours smp // et l'adresse IP. Après, se connecter. Ngrok est un outil qui permet de rendre votre donnée locale accessible depuis l'extérieur via un channel sécurisé depuis une URL de type HTTP ou bien HTTPS. Bien, on choisit la version compatible avec notre système et on la télécharge. Après, on ouvre le terminal sur cet fichier et on l'extrait via la commande unzip et le nom du fichier. Après, on fait un copier-coller de cette commande afin de connecter le compte. Maintenant,
on fait ./ngrok et on a comme résultat les instructions et les guides de commande. Eh bien, pour mettre le répertoire USCS partagé en public, on fait cette commande ./ngrok http et l'adresse du répertoire. Et voilà, on obtient deux liens. Le premier utilise le protocole HTTP et le deuxième le protocole HTTPS sécurisé. On choisit une et on fait un test. Et comme vous voyez, voilà le document GL1. Et le même résultat, c'est on utilise l'adresse locale. Grâce à ngrok, on peut fournir ou accéder aux données à n'importe quelle place dans le monde. Et on n'oublie pas la sécurité, puisque ngrok met une extra couche sur le serveur qui ne peut pas autoriser aucune connexion directe entre les machines clients et le serveur. Cette vidéo est réalisée par Oussama Koshi, Fadleddin Hafid et Ali Khel, et merci pour votre attention.